Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin, il est 8h18, c'est avec Laurent Soli. Bonjour, merci d'être sur le plateau de BFM Business, vice-président Europe du Sud de Meta. On va parler bien sûr ensemble d'intelligence artificielle, de publicité, de réseaux sociaux, d'avenir du travail, de métaverse. On a encore beaucoup parlé de l'avenir du métaverse ce matin et puis de la France au milieu de tout ça. Meta, c'est bien sûr Facebook, Instagram, WhatsApp. Hier soir, Emmanuel Macron, dans son discours sur la France de demain, a fait une annonce étonnante sur les écrans. La France va réfléchir à un encadrement des écrans. On l'écoute. Le contrôle de nos écrans, qui trop souvent enferment là où ils devraient libérer. Sur la base de recommandations que feront des experts que j'ai réunis la semaine dernière, nous déterminerons le bon usage des écrans pour nos enfants, dans les familles, à la maison comme en classe. Parce qu'il en va de l'avenir de nos sociétés et de nos démocraties. Alors Laurent Soli, quand vous entendez Emmanuel Macron, vous vous dites il ressemble à un Premier ministre chinois avec l'encadrement des jeux vidéo ou TikTok, ou vous vous dites les écrans c'est comme le sucre, il faut faire attention. Il a raison de dire que la révolution digitale a complètement bouleversé nos pratiques, nos comportements et notamment l'essor du smartphone depuis maintenant plus de 10 ans. Et pour une entreprise comme Meta, c'est un sujet extrêmement important et nous l'avons pris au sérieux depuis vraiment longtemps. Sur la gestion du temps d'écran ou la gestion de nos comportements sur nos plateformes, Facebook et Instagram principalement, nous faisons plusieurs choses. La première chose, c'est que nous mettons à disposition des outils pour gérer votre comportement, le temps que vous passez sur nos écrans. Vous me le dites déjà, combien de temps je passe ? Je vous le dis, mais surtout, tous les utilisateurs en France de Facebook et Instagram ont la capacité de gérer ça. Il y a deux outils très importants. D'abord, pour les jeunes, nous ne voulons pas, en dessous de 13 ans, que les jeunes utilisent Facebook et Instagram. Nous avons un âge limite. Et la deuxième chose importante, c'est que vous avez un outil, dans vos paramètres, de limitation du temps d'écran. Vous limitez vous-même votre temps d'écran. Mais qui le fait, vraiment ? Beaucoup de gens ? Je veux que tout le monde le fasse. Pourquoi ? Parce que ces outils vous permettent de configurer votre gestion avec les réseaux sociaux. La limitation du temps d'écran. Mais plus loin, la supervision parentale. Nous demandons aux parents d'aider les plus jeunes à utiliser et à les accompagner dans le premier pas sur le digital. La supervision parentale, c'est un outil qui existe depuis plusieurs années et il faut l'utiliser. Donc, la première chose que nous faisons, je vous ai donné 3 exemples, il y en a d'autres parce qu'il y a le sujet de la modération des contenus, le sujet du harcèlement aussi en ligne, c'est que nous mettons en disposition et nous développons, nous modernisons beaucoup d'outils pour que chacun puisse avoir une gestion responsable. C'est justement quand chacun est responsable et arrive à agir tout seul. Là, la question posée, c'est est-ce que c'est à l'État de prendre le relais et de dire le temps d'écran pour un enfant de moins de 16 ans, c'est 3 heures par jour, point. Ça, c'est la question des autorités publiques. Mais c'est la deuxième chose que je veux vous dire ce matin. C'est qu'évidemment, là où vous avez raison, nous devons nous-mêmes, parce que nous sommes une entreprise responsable, travailler avec les acteurs externes, essentiellement en France avec les associations. Et nous avons fait de la France pour Meta un des pays les plus avancés pour travailler avec les associations pour faire plusieurs choses. Et d'abord, vous avez raison, informer, éduquer. Nous avons, au cours des 5 dernières années, développé tout un tas de programmes pour éduquer les jeunes, mais aussi les parents, y compris à l'école et avec beaucoup d'associations françaises, notamment e-enfance, génération numérique. La dernière innovation que nous avons apportée ici dans notre pays, c'est sur le harcèlement en ligne, où le numéro d'urgence pour tous les Français, c'est le 3018. Il est désormais disponible directement sur Facebook et Instagram. Donc ces sujets, le président de la République a raison, sont extrêmement importants. Le devoir, la responsabilité d'une grande entreprise comme Meta, c'est de mettre en place des outils, de les améliorer, de travailler ensuite avec tout l'écosystème universitaire, sociologue, mais aussi associatif, pour former et éduquer. On va continuer à le faire. Alors, on n'a pas fini d'utiliser tous les appareils qui nous permettent d'être meilleurs avec l'émergence de l'intelligence artificielle depuis le développement de ChatGPT il y a un peu moins de 18 mois. Où vous en êtes dans la course ? Je résume, et vous, votre ChatGPT, à vous, il s'appelle Llama, Llama 2, je résume. Vous, la différence, c'est que vous êtes en open source. Vous restez en open source. Ce que faisait ChatGPT au début, et puis désormais, c'est fini. Qu'est-ce que ça change ? Ça change beaucoup de choses. D'abord, vous dire que Facebook, puis Meta, est une entreprise qui investit depuis plus de 10 ans sur l'intelligence artificielle. Et une de nos grandes fiertés dans notre pays, parce que nous sommes français,
C'est ici à Paris, il y a 10 ans, avec Yann Lequin, qui est devenu une figure mondiale de l'intelligence artificielle, que nous avons installé notre plus grand laboratoire de recherche en intelligence artificielle. Il est à quelques kilomètres d'ici, au cœur de Paris. Donc nous sommes en effet une entreprise qui, depuis longtemps, a investi dans la recherche, puis dans l'application de ces recherches pour notre entreprise et puis pour la communauté mondiale. Sauf qu'OpenAI est sorti avant. Oui, mais c'est pas très grave. En réalité. Pourquoi ? Parce que le fondement de notre vision sur l'IA, vous l'avez dit, c'est aussi la vision open source. Qu'est-ce que ça veut dire open source pour les gens qui nous écoutent ce matin ? Ça veut dire que toutes les recherches de ce laboratoire, notamment, depuis 10 ans, ont été publiées de façon gratuite pour toute la communauté scientifique. C'est plus de 1000 modèles en 10 ans qui ont été publiés pour que d'autres entreprises, d'autres chercheurs s'en saisissent. Et ce que nous avons décidé en juillet de cette année, c'est notre grand modèle de LLM, Large Language Model, Llama 2, vous l'avez cité, est en open source. Ça veut dire quoi ? Il est gratuit d'utilisation pour tous les chercheurs et pour toutes les entreprises au monde, et il est libre d'utilisation. Vous pouvez télécharger les modèles, c'est notre ligne depuis 10 ans. Et Mark Zuckerberg l'a rappelé cette année. Donc l'open source, c'est une stratégie, presque une philosophie pour Meta, c'est une chance aussi pour l'écosystème français. Aujourd'hui, nous annonçons un programme d'incubation, on va y venir, je pense, de start-up à Station F. Et le fait de donner accès gratuitement, librement à ces outils, à tout l'écosystème, renforce les écosystèmes nationaux. Et pour nous, ce qui est important ici, c'est de renforcer l'écosystème français. Donc justement, vous avez ce programme AI Startup, programme où vous allez chercher les startups de l'intelligence artificielle pour les faire pousser, les faire travailler ensemble. Oui. Elle aussi, elle travaille en open source. Vous en avez 5 pour l'instant. Il y en avait beaucoup d'autres, c'est-à-dire que vous aviez le choix. Vous avez l'impression qu'il y a une émulation vraiment à Paris et ses alentours sur l'intelligence artificielle. Incroyable. On a annoncé ce programme il y a un peu plus de 2 mois. On a eu 103 candidatures. Et on a un espace d'incubation à Station F depuis 2017. On était la première entreprise à aller à Station F. Et donc on va incuber 5 startups. On les accueille ce matin. Il y a eu 103 candidatures. Ça montre le dynamisme, l'énergie et... ne veut le croire, mais on le croit parce qu'on le voit aussi, la particularité française sur l'IA. Les plus grands chercheurs en IA dans le monde sont français. Et nous avons, grâce à notre investissement en France, au fond, été, et nous sommes un des piliers de l'écosystème français. Nous essaimons des talents, nous essaimons de la technologie. Parfois, vous les donnez aux autres, du coup. Après, nous sommes très heureux. Oui, certains partent à OpenAI. Vous voyez, bien sûr, vous en avez parlé beaucoup sur l'antenne de Mistral. Oui. Sur les 3 fondateurs, 2 viennent du laboratoire de Meta. Le laboratoire qui a été lancé par... Vous dites pas c'est dommage. Non. Parce que notre vision, c'est au fond, je reviens sur l'open source, d'avoir un développement le plus ouvert possible. Il profite à Meta, parce qu'il permet d'attirer des talents. Mais il profite aussi au développement d'un écosystème. Et ça, c'est notre stratégie depuis longtemps. Nous avons toujours développé des écosystèmes autour de nous, d'agences digitales, d'agences de performance et d'entreprises de l'IA. Et je pense que notre contribution à l'IA en France est extrêmement importante. D'ailleurs, les grandes pépites, les grandes stars, les grandes start-up françaises, pour la plupart, ont des anciens de Meta. Et moi, j'en suis le plus heureux possible. C'est certainement la façon pour nous de signifier notre grand succès. Ce qui veut dire que Gemini, Pollen Robotics, Fringant, Kevlar, Cartoon, on va toutes les inviter. Elles vont toutes venir les unes derrière les autres. Cité, à 6h45, elles ont le droit de travailler avec n'importe quel acteur. Vous êtes en open source, vous êtes ouvert. Elles vont pas dans un an être achetées par Meta et non, c'est pas notre stratégie. On l'a jamais fait. D'ailleurs, toutes les entreprises qu'on a incubées en France n'ont jamais été rachetées. Elles peuvent travailler avec qui elles veulent. Et d'ailleurs, dans ce programme, on s'est associé à d'autres entreprises françaises, Hugging Face, que vous connaissez bien, et Scaleway, qui va, pour Scaleway, offrir des crédits de compute qui sont très importants pour le calcul. Au contraire, elles vont être aussi mentorées par nos chercheurs. On leur offre l'espace de travail, puis alors on va les mentorer avec nos chercheurs ici à Paris. Et ensuite, qu'elles se développent et qu'elles utilisent d'autres produits. Si elles utilisent nos systèmes, notamment Llama et Dino V2 pour les citer, tant mieux. Nous pensons que ce sont des systèmes extrêmement performants et le fait d'être gratuit, libre, en open source, doit les aider dans leur développement. Alors ça, c'est le versant positif de l'intelligence artificielle. On a entendu ce matin Google qui va faire un plan de licenciement assez important, notamment à cause de l'intelligence artificielle et des progrès en matière de productivité que ça permet. Vous avez connu une année difficile en 2022 avec pas mal de licenciements. Est-ce que tous les acteurs de la tech vont être confrontés au même problème ? Les entreprises, bien sûr, évoluent. Ça a été pour nous en 2022 une année où on a dû ajuster la façon dont on travaille, nos organisations. C'est le lot et c'est la vie des grandes entreprises. Mais comme toute révolution technologique,
L'intelligence artificielle va en effet transformer le monde du travail, elle le transforme aujourd'hui, mais permettre aussi de créer d'autres entreprises, d'autres emplois et de générer de la valeur. Vous avez une étude très intéressante de Dell qui dit au fond on ne connaît pas 80% des emplois de 2030. Et une étude très intéressante du BCG d'avril de 2023 qui dit au fond l'impact de l'intelligence artificielle dans les 10 ans qui viennent, c'est potentiellement 7 trillions de dollars sur le PIB mondial. Il faut juste qu'il y ait encore du travail. Mais il y en aura. Pour humains que nous sommes. Il y en aura, pourquoi ? Parce que quand vous regardez les récits des grandes transformations technologiques, industrielles dans les 2 derniers siècles, mais depuis que l'humanité est humanité, c'est toujours la même histoire. Bien sûr, des emplois disparaîtront, mais de nouveaux emplois seront créés. Et l'histoire de la transformation digitale depuis 20 ans, c'est au fond celle-là. Juste vous donner un exemple pour nous. Moi, quand j'ai installé avec Yann le labo à Paris, il y avait 2 chercheurs. Il y en a plus de 120. On a créé de l'emploi. Juste, on va parler du métaverse dans un instant. Demain, on fera un grand débat sur cette antenne sur le télétravail. Est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue ? Vous êtes dans quel camp ? Nous, on est dans le camp hybride. C'est-à-dire qu'on travaille majorité du temps, notamment les équipes françaises, au bureau ici à Paris, parce qu'on a besoin de ce collectif. On a essentiellement des équipes commerciales et elles ont besoin d'être ensemble et d'être avec leurs clients et leurs partenaires. Mais on a une grande liberté, 2 jours par semaine, ce qui est un standard aujourd'hui, de laisser à nos employés la capacité de travail chez eux. Non, ça marche très bien. Oui, non, mais ça marche très bien. On croit au modèle hybride et il fonctionne bien. C'est le modèle maintenant dans le monde entier. Le métaverse. Oui. C'est fini ou pas ? Pas du tout. On continue. Mais oui. Vous êtes sûr ? Mais oui, absolument. Les gens vont mettre des casques et avoir des avatars, ça va fonctionner. Je vous donne des exemples. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 ? Il y a eu 2 innovations très importantes qu'on a apportées sur le marché. La plus importante, c'est notre nouveau casque Quest 3 avec une grande révolution technologique qui n'existait pas un an avant, c'est la réalité mixte. C'est-à-dire dans un casque, vous pouvez faire apparaître des éléments de réalité virtuelle, mais aussi garder la réalité telle qu'elle est, entre nous deux par exemple. Une innovation absolument exceptionnelle. Et puis c'est la nouvelle génération des lunettes connectées que l'on fait avec Luxottica, les Ray-Ban Meta, qui progressent, ont aussi la capacité d'avoir des assistants d'IA quand on leur parle. Donc on progresse sur ce chemin. Ce qu'on a observé surtout, c'est vrai moins pour le grand public, à l'exception d'une industrie, le jeu. Si vous êtes un passionné de jeux vidéo, un gamer, vous utilisez déjà le métaverse. Et il y en a. Alors, le patron Gameloft nous a dit le contraire la semaine dernière. Ah, bah écoutez, nous, on voit un usage très important, en tout cas du Quest 3, pour les jeux. Ce que l'on voit surtout, c'est un développement professionnel des univers de métaverse. Je vous donne quelques industries et quelques entreprises. La santé, on forme et on prépare des actes chirurgicaux dans des métaverses. Et des entreprises, je pense à Alstom, je pense à Decathlon, je pense à Renault, je pense à BMW, utilisent aujourd'hui ces technologies pour former leurs salariés, pour préparer la maintenance, notamment Alstom, ou envisager même d'embarquer ces technologies dans les voitures. C'est le cas de BMW. On est plus sur une utilisation B2B que B2C quand même. Pour l'instant. Mais vous savez, quand on a lancé le métaverse, on dit attention, c'est un projet d'une révolution à 10 ans. On est sur le chemin. Merci Laurent Sauly, on pourrait discuter jusqu'à 9h. Oui, mais absolument. J'ai d'autres invités dans le débrief. Dans un instant, merci d'être venu dans la matinale de l'économie ce matin.